Des rivières de lave en fusion déferlaient sur le pays, rugissant comme un brasier infernal. Sous tout cela se trouvaient les 9 cercles de l'enfer, un abîme sans limites embrasé d'un feu éternel. Et au plus profond de cet abîme, les plus forts des démons se rassemblaient, chacun rayonnant d'une puissance à ébranler les cieux. Au sein du 9e cercle, une bataille acharnée faisait rage sans interruption. Ce combat avait pour but de couronner le plus puissant des démons, les cornes d'un adversaire brillaient, ornées d'anneaux dorés. Le démon rouge adverse était enfermé dans une armure hérissée de pointes. Le démon portant des anneaux dorés se prépara, les muscles se contractant pour frapper. Les deux démons se sont heurtés violemment, leur bataille faisant trembler le sol. Le démon rouge a asséné un coup solide à la joue de son adversaire avant de lever le poing pour une autre frappe puissante. Une explosion retentissante a éclaté, envoyant une onde de choc qui a projeté des pierres à plusieurs mètres dans les airs. Planant au-dessus du sol, le démon rouge regardait la fumée monter en spirale vers le ciel. À travers la poussière tourbillonnante, une corne dorée a émergé accompagnée d'une voix exprimant sa déception. Le démon à l'anneau d'or ricana, rappelant que les rumeurs du 9e cercle avaient suscité de grandes attentes pour son challenger. Le grand démon Garga s'agenouilla, rejetant les attaques comme de simples chatouilles. Il hurla le nom de Palak, fixant son regard sur le démon rouge dont les poings étaient serrés avec résolution. Palak, le redoutable démon, sourit et fit remarquer que son adversaire était beaucoup trop bavard. S'élevant avec colère dans les airs, Garga exigea de savoir qui prétendait trop parler. Le 9e cercle de l'enfer fut momentanément illuminé par un éclair brillant provenant d'une énorme explosion. Les flammes de la frappe dévastatrice étaient visibles même aux confins de l'abîme. L'explosion a projeté des pierres brûlantes vers le ciel, les dispersant sur le paysage ardent. L'onde de choc s'est propagée sur des kilomètres alors que Garga était propulsé sur le côté, incapable d'arrêter son élan. Avec un sentiment de satisfaction, Palak s'éleva rapidement hors des flammes enveloppantes. Il serra à nouveau le poing fermement, se préparant à frapper à nouveau. Une autre frappe s'est enflammée dans une brillante flambée de lumière dorée. Des pierres ont été projetées dans les airs, visant directement le démon. L'instant d'après, il se repoussa et chargea vers l'avant pour attaquer. Ses yeux pétillaient de l'excitation de la bataille alors que Palak joignait fermement ses mains et serrait les dents avec détermination. Il accéléra le pas, évitant adroitement les pierres qui fonçaient vers lui. Gargu tomba en avant, heurtant le sol la tête la première. Palak descendit rapidement vers la terre. Jetant un coup d'œil à la chute de son ennemi, il se propulsa à nouveau hors du sol avec une force renouvelée. Brûlant comme une fusée, il se propulsa vers son adversaire. Garga dégringola de façon incontrôlable alors que Palak réduisait la distance pour porter le coup. Le poing serré du démon rayonnait d'une puissance concentrée et écrasante. Il lança un autre assaut, déclenchant une explosion qui fit tourbillonner l'air dans une frénésie. Un nuage de poussière monta en spirale, et soudain, quelque chose s'accrocha de façon inattendue. La concentration de Palak s'aiguisa alors que des monstres affluaient de toutes les directions, l'encerclant. Un démon verborgne se stabilisa en se préparant à frapper. Pris au dépourvu, Palak répondit par un grognement féroce, rejetant l'assaut comme n'étant que de faibles tours. Il se tourna avec un sourire diabolique alors que plusieurs démons verts envahissaient ses bras et ses jambes. Palak sourit avec une faim de prédateur. À ce moment, Gargu jaillit de la poussière, rugissant furieusement, laissant les autres perplexes. Un flot de flammes furieux jaillit de la bouche de Gargu, incinérant tout sur son passage. Gargu eut un sourire suffisant. Le sol sous le démon se liquéfia en lave en fusion. Soudain, il réalisa que la bataille dégénérait. Palak jaillit d'un pilier de poussière et de terre tourbillonnante, ses poings flambant d'une énergie ardente. Il lança son assaut, ordonnant à l'ennemi de cesser sa frivolité. S'élevant rapidement, il frappa à nouveau le démon alors qu'une nouvelle explosion illuminait les profondeurs du 9e cercle de l'enfer. Leva son poing pour frapper juste au moment où Palak se rapprochait de lui, se déplaçant rapidement avec intention. Avec un cri féroce exigeant la disparition de l'ennemi, Garga déchaîna une attaque qui baigna la forme du démon dans un éclair de lumière aveuglant. Réduit la distance et porta un coup puissant se déclarant le plus puissant démon du 9e cercle. Une sphère colossale de lave en fusion s'abattit directement sur Garga, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Alex sauta rapidement sur le côté, évitant de justesse l'attaque dévastatrice. Le démon frappa le sol durement et, regardant son adversaire tomber, pensa que personne ne s'attendait à ce qu'un vainqueur définitif émerge de ces batailles sans fin. Les yeux de Alex s'illuminèrent de l'esprit féroce du combat le jour où Stranger apparut pour la première fois. Envahi de malaise, Alex détourna le regard, baissant les yeux en signe de soumission. Il s'agenouilla respectueusement sur le tapis cramoisi rejoint par d'innombrables démons derrière lui, tous assemblés dans la grande salle du trône du roi démon. Assis sur son trône, le roi démon lui-même rayonnait de puissance, son armure scintillant d'une lueur violette inquiétante. Le seigneur de l'enfer regarda ses sujets avec des yeux pétillants qui brillaient d'un commandement calculé. Beau s'inclina, Palak rassembla le courage de demander au seigneur de l'enfer pourquoi il souhaitait revenir alors que tout l'enfer était à ses pieds. Un silence malaisé s'installa à nouveau sur le vaste hall, lourd de tension. Le seigneur de l'enfer fixa son regard perçant sur son serviteur, sa forme enveloppée de flammes violettes envoyant un frisson de terreur à travers le corps de Palak.
Le démon absorba la présence écrasante sentant la soif insatiable et illimitée qui en rayonnait. Sans relâche, il dévora démon après démon, aspirant leur force et anéantissant cette prince puissant si puissant que personne ne pouvait vaincre les autres. Il s'éleva au-dessus de tous les autres, maniant un pouvoir qui lui permettait de consommer des démons à volonté. Les autres démons tremblaient, convaincus que la colère du Seigneur était sur le point de se déchaîner. Palak sentit à travers le bout de ses cheveux une gueule menaçante s'ouvrir au-dessus de lui. Alors qu'il se préparait pour le festin imminent, une seule question résonna ce qui était tenu dans sa main. D'un geste nonchalant, le Seigneur leva la main et informa son serviteur qu'il était piégé dans cette fosse depuis 10 000 ans. Il contempla le paysage identique, son seul but étant réduit à un massacre impitoyable. Submergé, le Seigneur enfouit son visage dans ses mains. Retirant son masque, le roi démon Khanu révéla son visage humain, criant de désespoir qu'il avait perdu tout but de conquête. Saisissant l'occasion, Palak serra le poing et proposa avec empressement que le Seigneur devait avoir faim. Il promit une délicatesse et ordonna à ses serviteurs d'aller la chercher immédiatement. Les démons firent rouler un plateau massif vers le Seigneur imposant, et Palak expliqua que bien que le Seigneur ait dévoré des dizaines de milliers de démons, cette humble offrande devrait être acceptée comme un cadeau de ses serviteurs dévoués. Palak saisit le couvercle recouvrant le plat. Reposant sur l'assiette se trouvait la tête tranchée de Fokkele, la bête la plus redoutable maintenant présentée comme un gage d'hommage. Khanu poussa la tête vers le serviteur déclarant son refus de la consommer. Palak reconnut immédiatement l'erreur. La tête baignait dans sa propre bave alors que l'homme exprimait sa répulsion et son refus d'ingérer une offrande aussi monstrueuse. Khanu se mordit la lèvre, luttant pour réprimer ses émotions. Il fixa ses démons tandis que des vagues de puissance formidable rayonnaient de lui. Il imagina un plat appétissant et déclara son envie d'un copieux ragoût de kimchi. Palak chuchota à plusieurs reprises le nom du plat, s'efforçant de le graver dans sa mémoire. Les démons levèrent les mains avec empressement, s'exclamant que le ragoût de kimchi satisfaisait parfaitement l'appétit insatiable de leur roi démon. Alors que des pensées de viande crue succulente les tentaient, le Seigneur intervint brusquement, qualifiant leur concentration de myope. Souriant avec une joie carnivore, Palak fit craquer ses jointures et demanda quelle tête pourrait servir de base au ragoût ou quelles entrailles pourraient être extraites, exhortant le Seigneur à nommer une victime, promettant de la mettre en pièces pour honorer le roi. À cela, Khanu murmura avec lassitude qu'une telle création n'était pas du tout un ragoût de kimchi. Les démons manquaient de toute connaissance culinaire, ne consommant que les ennemis vaincus sans arrière-pensée. Palak joignit les mains avec un sourire entendu, reconnaissant que l'ennui du Seigneur exigeait un drame semblable à la disparition des 7 princes, une idée que les autres démons approuvèrent avec enthousiasme. Pendant ce temps, Khanu, presque en larmes, insista sur le fait qu'il aspirait plutôt à des romans et des manhwas. Avec un coup de poing fracassant sur le sol, Palak baissa la tête et déclara que s'il ne pouvait pas satisfaire le Seigneur, alors au moins sa propre mort fournirait un divertissement. Des larmes de loyauté montèrent aux yeux de Palak tandis que Khanu criait de colère contre lui, exigeant de savoir quelles absurdités il avalait. Bien que Khanu envisage la perte de quelqu'un de cher, Palak pardonna toujours sa promesse de le tuer, laissant échapper un lourd soupir. Soudain, un doux rire résonna sur le tapis rouge, attirant le regard de tous vers la démone à la silhouette captivante qui demanda hardiment si elle pouvait devenir sa bien-aimée chérie. Cliquant ses talons avec une assurance confiante, Lilith descendit gracieusement le tapis. Tous les démons regardaient la reine succube avec une profonde admiration et vénération. Reconnue comme la plus exquise beauté de l'enfer, elle posa doucement sa main sur sa poitrine en s'adressant au Seigneur. Ses dents pointues se pressaient contre ses lèvres d'une manière délibérément séduisante. Des larmes coulaient de ses nombreux yeux tandis que Lilith se demandait si son amour seul ne lui suffisait pas. Pendant un bref instant, l'expression de Khanu se durcit en un masque impassible. Plaçant doucement ses mains contre son visage, Lilith déclara qu'elle était entièrement à sa merci cette nuit-là, incitant Khanu, surpris par son audace, à déclarer qu'il lui avait expressément ordonné de ne pas s'approcher de lui, même d'un pas. Lilith répondit par un rire espiègle se moquant de lui qu'il semblait troublé par sa présence. Un tentacule s'enroula autour de la main du Seigneur alors qu'elle demandait « Quel est votre nom, Seigneur du 9e cercle ?» Les démons regardaient la scène se dérouler, leurs expressions mélangeant envie et malaise. Khanu luttait pour repousser Lilith, se rappelant intérieurement que la succube connue pour absorber l'énergie masculine était loin de l'image d'une douce dame. Il résistait avec acharnement, la suppliant de le laisser tranquille, admettant en silence qu'en comparaison, même Palak paraissait presque attachant. Il comprenait que les apparences pouvaient être trompeuses, mais une profonde peur le saisit. Serrant les poings, Khanu déclara son désir de retourner sur terre. Il examina attentivement les démons devant lui et insista sur le fait qu'il devait retourner dans ce royaume. Palak et Lilith furent stupéfaits lorsque Palak exprima ses sentiments avec tant de passion au Seigneur. Pourtant, la détermination de Khanu n'avait pas faibli depuis 10 000 ans. Elle n'avait fait que se renforcer. Après avoir enduré 10 000 ans en enfer, la défaite du dernier prince Ba lui ouvrit enfin la voie du retour. Khanu croisa les mains sur ses genoux, convaincu que le moment du jugement était arrivé. Se levant brusquement de son trône, il dépassa les serviteurs, confiant que ces 10 000 ans en enfer rapporteraient bientôt leur récompense. Se tournant vers Palak,
il leur ordonna de commencer les préparatifs du rituel sans délai. Palak se précipita après le seigneur en essayant de parler, mais Canut l'interrompit avant qu'il ne puisse dire un mot. Il fixa un regard mortel sur le serviteur, l'avertissant silencieusement de ne pas forcer une répétition de ses ordres. Palak tomba immédiatement à genoux, implorant le pardon et assurant qu'il préparait tout rapidement. Le démon se déplaça légèrement et ordonna aux autres de convoquer Amon et de rassembler les statues des 7 princes de l'enfer. Les démons commencèrent rapidement à exécuter l'ordre. Un démon ressemblant à un oiseau ancien leva les mains et entonna un chant dans une langue mystérieuse et indéchiffrable. Une mélodie étrange résonna sans relâche autour des statues des princes sombres. Entre les statues, un piédestal commença à émettre une lueur rayonnante. Palak le montra du doigt et annonça que tous les préparatifs étaient terminés. L'expression de Lilith s'affaissa dans une expression de Dipsara. Elle essaya de s'adresser à son maître, mais Canut avait déjà enlevé son armure. Il se dirigea résolument vers le portail. Alors que Canut montait les marches, un démon ressemblant à un oiseau s'adressa soudainement à lui. Le sorcier noir Amon regarda son maître et l'avertit que le fait de canaliser autant de magie dans les statues des 7 princes de l'enfer pourrait déformer le tissu de l'espace-temps, créant inévitablement une déchirure dimensionnelle. Canut avança, lui ordonnant de commencer le rituel sans délai. Enveloppé d'un nuage tourbillonnant de magie, il fixa son regard sur les statues des 7 princes de l'enfer, espérant que ce moment lui permettrait enfin de rentrer chez lui. Fermant les yeux, Canut libéra de ses mains une vague d'énergie démoniaque qui se déversa au cœur des 10 000 démons rassemblés devant lui. Le puissant courant jaillit, tourbillonnant vers l'intérieur alors qu'il commençait à se rassembler en une sphère brillante. Une légère goutte résonna à travers la chambre juste au moment où le noyau détonna, libérant une immense vague d'énergie dans toutes les directions. Un pilier imposant de lumière rayonnante jaillit vers le haut depuis l'épicentre de l'explosion. Son éclat était si intense qu'il était impossible de la regarder. Amon se protégea les yeux avec sa main, captivé par l'affichage magique formidable et impressionnant. Alors que la chanson enchanteresse résonnait à nouveau au-dessus des statues, l'une des figures colossales sembla pivoter sa tête très légèrement. Les yeux des statues s'illuminèrent, brillant intensément en réponse à l'énergie déchaînée qui les enveloppait. Illuminées par la lumière rayonnante du noyau, les statues s'animèrent alors qu'Amon terminait l'incantation. Il aperçut le suzerain stationné devant la déchirure dimensionnelle et annonça que les 7 statues étaient maintenant réveillées. Cela signifiait que les portes allaient bientôt s'ouvrir. Canut enroula étroitement son manteau autour de lui, réfléchissant que même s'il revenait, il n'aurait ni famille, ni amant, ni amis qui l'attendent. S'avançant vers la déchirure, il se convainquit que ce sort était préférable à celui de rester dans cet endroit misérable et désolé. Puis, avec une respiration résolue, il déclara qu'il était temps d'y aller. Lilith l'appela, mais le suzerain ne se retourna même pas. Les yeux de Canut s'écarquillèrent de choc lorsqu'il entendit les cris angoissés de Lilith et Palak, les 2 démons pleurant amèrement, incapables de croire que Vlacha avait réellement l'intention de les abandonner. Secouant la tête, Canut l'exhorta à ne pas pleurer, resserrant son manteau autour de lui tout en reconnaissant silencieusement à quel point son désespoir le déconcertait. Lilith rougit, se serrant fort dans ses bras, et murmura que des mots aussi sincères la remplissaient d'un amour si profond qu'elle avait l'impression que son cœur allait éclater. Des larmes se répandirent et coulèrent doucement sur sa poitrine. Du coin de l'œil, Canut remarqua un liquide brillant qui s'échappait, scintillant doucement. Il recula avec dégoût en entendant Lilith exprimer son désir de l'accompagner. Marmonnant entre ses dents, Canut se lança d'un seul bond directement dans la déchirure. Lilith regarda impuissante Canut descendre de plus en plus profondément dans l'abîme. Le garçon se retourna brusquement lorsque Lilith cria qu'elle le suivrait quoi qu'il arrive. Avec un sourire narquois, Canut jeta un coup d'œil par-dessus son épaule en tombant, faisant un geste grossier vers elle et déclarant froidement qu'il n'avait jamais été heureux de la rencontrer et espérait qu'ils ne se croiseraient plus jamais. Canut s'enfonça plus profondément dans les profondeurs, réfléchissant qu'il avait croupi dans cette fosse infernale pendant 10 000 ans, dépourvu de tout passé qu'il souhaitait changer ou de tout avenir qu'il désirait vraiment. En bas, une sphère lumineuse brillait de 1000 feux, et il la reconnut instantanément comme étant la terre qu'il connaissait. Canut atterrit près de la sphère brillante. Rempli de joie, les joues rouges, il murmura pour lui-même que tout allait enfin se dérouler. Soudain, la sphère scintilla intensément et la fenêtre système l'alerte d'une fissure atomique détectée. Le système de protection dimensionnelle Gaïa fonctionnait correctement. Une grille rouge enveloppa tout l'espace. Canut scruta les environs, déconcerté par les événements soudains. Plusieurs fenêtres système clignotèrent simultanément, avertissant que la production d'énergie du noyau dépassait les niveaux normaux. Alors qu'il réfléchissait au chaos, Canut entendit des confirmations que tous les mécanismes de protection dimensionnelle étaient en fonctionnement actif. La fenêtre système afficha un avertissement indiquant que le système Gaïa subissait une surcharge. Des courants électriques traversèrent la grille de protection en éclairs vifs. En succession rapide, de nombreuses décharges électriques frappèrent Canut de toutes les directions. La fenêtre système signala une erreur critique. Les fractures du noyau ne pouvaient plus être entièrement réparées. Canut hurla en sentant la sensation terrifiante de compression sélective commencer. Souhaitant désespérément que cela cesse, il grimaça lorsqu'un autre éclair le traversa la main. Sa vision s'alourdit et, un juron lui échappant,
il lutta pour rester conscient. Prononçant une insulte à l'encontre d'un ennemi invisible, il succomba à l'inconscience. Brusquement, les yeux de Canut s'ouvrirent, accueillis par une faible lumière ambiante qui l'entourait. Allongé sur un lit d'herbe au milieu d'arbres imposants, il en conclut que baigné de soleil et entouré d'une forêt verdoyante, il devait être sur terre. Il fit un effort pour se redresser, déterminé à évaluer l'état de son corps. Son regard se posa sur la fenêtre système reflétant son statut actuel. Canut se tenait au seuil de l'éveil toujours au niveau 1 de la première étape. Il maniait le pouvoir formidable d'un dévoreur, ses attributs étant marqués comme force 8, physicalité 7, intelligence 8, vitalité 9 et magie 12. Ce qui attira le plus son attention, c'est la note à côté de la colonne indiquant que les compétences spéciales étaient bloquées, le laissant stupéfait que ses véritables capacités soient enfermées. Soudain, un rugissement intense éclata derrière lui. Canut se tourna rapidement vers la source du son. De toutes les directions, des gobelins se rapprochèrent, se refermant implacablement sur lui. Les gobelins lancèrent leur assaut, et Canut réalisa que ces créatures ne ressemblaient à aucune de celles qu'il avait jamais rencontrées auparavant. Brandissant son épée, Canut visa à éliminer tous les gobelins d'un seul coup puissant. Mais soudain, il sentit une absence de la poussée d'énergie habituelle qui traversait son corps. La force démoniaque au cœur des 10 000 démons était faible et affaiblie. Implacables, les gobelins se rapprochèrent, prêts à frapper. Serrant le poing, Canut résolut de s'appuyer sur sa force brute dans ce moment. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur rouge féroce alors qu'il abattait plusieurs ennemis d'un seul coup dévastateur. La forme de Canut se transforma en le redouté démon Shabnak, libérant toute la puissance de la lame tandis que ses iris brûlaient d'un rouge persistant. Alors qu'un autre gobelin le chargeait, une notification système apparut confirmant que Canut avait réussi à tuer le monstre ordinaire de classe E. Il fendit le gobelin proprement en deux, et la fenêtre système afficha les points d'expérience qu'il avait gagnés grâce à la tuerie. Poussé par la fureur de la bataille, l'expression de Canut se durcit alors que le système annonçait sa progression au niveau 4. Finalement, il s'agenouilla solennellement, examinant les corps sans vie des monstres vaincus autour de lui. Il plissa les yeux en réfléchissant à la façon dont son expérience accumulée était plus que de simples chiffres. Il se sentait vraiment plus puissant à l'intérieur. Le sol était jonché de gobelins sans vie trempés de sang. Canut se leva en contemplant la nécessité de recueillir des renseignements sur cet environnement inconnu. Il étendit les mains vers l'avant et libéra le sort de dévoreur. Alors que la magie crépitait autour de lui, il réalisa qu'il avait acquis des connaissances sur les monstres mais qu'il ignorait la nature du monde. La fenêtre système indiqua qu'il avait gagné un point de magie, le laissant étonné alors qu'il murmurait le mot pour lui-même. Marchant à travers ce qui ressemblait à un champ d'ossements, il considéra que si ce monde abritait une puissance infernale, alors il était certainement loin de la terre. Serrant sa tête avec incrédulité, il se souvint d'avoir enduré chaque cercle de l'enfer, animé par l'espoir de retourner sur terre. Un cri fatigué attira soudain son attention. Surpris par le cri, il retira ses mains de ses oreilles. Il se retourna, sentant que le son n'appartenait pas à un démon ou à un monstre connu. Le cri résonna à nouveau, et Canut le reconnut comme l'appel désespéré d'un humain. Activant le pouvoir de voile, il accéléra jusqu'à ce que seule la poussière tourbillonnante persiste là où il s'était trouvé quelques instants auparavant. Les arbres passèrent flous en une traînée alors que Canut se rappelait silencieusement qu'en 10 millénaires, il n'avait jamais rencontré que des monstres avec des tentacules et d'innombrables membres. Ainsi, quiconque avait 2 yeux, un nez et une bouche méritait d'être appelé humain, quelle que soit son apparence. La cape de Canut flottait sauvagement alors qu'il priait pour que la silhouette n'ait pas de tentacules. La simple pensée de Lilith lui envoya des frissons, faisant de l'absence de tentacules sa priorité absolue. Enfin, il aperçut un groupe de monstres encerclant un homme solitaire. La silhouette semblait irradier de la lumière, et Canut espérait silencieusement que c'était bien un homme. D'abord, 2 yeux apparurent, puis un nez, et enfin, il observa complètement la silhouette de la fille. Canut fixa son regard sur l'inconnu, confirmant avec soulagement qu'elle manquait vraiment de tentacules. Des larmes de joie pure coulèrent de ses yeux alors qu'il accélérait le pas vers le sauvetage. Un gobelin leva son arme menaçant au-dessus de la fille. Elle expira brusquement, ferma les yeux et s'appuya lourdement contre un arbre voisin. Soudain, une ombre se précipita, et la frappe mortelle fut évitée. Étonnée, elle ouvrit les yeux avec incrédulité. Canut était en train d'achever le dernier monstre. Après avoir laissé derrière lui une traînée d'ennemis tombés, il s'approcha de la jeune fille. Canut tendit la main, offrant son soutien pour l'aider à se relever. La gratitude de l'inconnu révéla une beauté époustouflante alors qu'elle le remerciait. Leurs mains se rencontrèrent et Canut expira, captivé par le moment. Ses yeux et sa bouche s'écarquillèrent d'étonnement lorsqu'une sensation merveilleuse le submergea. Il lutta pour dissimuler les émotions qui montaient en lui. Elle exprima ses remerciements pour lui avoir sauvé la vie et se présenta comme Ansel. Canut trembla d'une excitation nerveuse incitant Ansel à demander avec confusion ce qui n'allait pas. Il saisit fermement sa main et la tira doucement plus près. Avec une clarté inattendue, Canut demanda en mariage surprenant complètement Ansel. Rouge et rayonnant, Canut répéta sa demande en mariage avec une dévotion fervente. Ansel était complètement perplexe essayant de comprendre ce qu'il voulait dire,
incitant Canu à se calmer alors qu'il réalisait qu'il s'était laissé emporter. Avec un sourire maladroit, il relâcha ses mains, s'excusa, puis se présenta. Voyant Ansel blessé, Kan demanda rapidement si la blessure était douloureuse, ce à quoi elle tenta de minimiser en la qualifiant de mineure. Cependant, il est vite devenu évident que son genou saignait à cause d'une coupure importante. Elle a trébuché et s'est appuyée lourdement sur Canu, et son téléphone a glissé de sa poche et est tombé. Les yeux de Canu s'écarquillèrent d'étonnement lorsqu'il reconnut la forme rectangulaire distincte de l'appareil. Un téléphone gisait abandonné sur l'herbe. Il a doucement aidé Ansel à s'asseoir, réalisant qu'elle était vraiment par terre, et lui a doucement conseillé de ne pas se fatiguer. Il a promis de soigner sa blessure, ce qui l'a incité à exprimer une fois de plus sa gratitude. Saisissant son manteau, il en arracha un morceau et rassura Ansel de ne pas s'inquiéter, réfléchissant silencieusement à quel point il était naturel de lui parler si ouvertement. Alors que Kano enveloppait la blessure de Ansel, il se rappela que pour préserver sa langue maternelle, il avait interdit de parler la langue démoniaque en enfer, insistant pour qu'il ne communique qu'en coréen. Il repensa aux efforts de Palak pour apprendre le coréen et ressentit une satisfaction tranquille qu'il parlait enfin coréen avec un humain, pas un démon. Prenant place à côté de Ansel, il sourit et dit que de cette façon ce serait plus facile, ce à quoi elle répondit par un autre remerciement sincère. Canu a ramassé le téléphone et l'a rendu à son propriétaire légitime. Les doigts de Ansel ont effleuré l'écran, qui s'est immédiatement illuminé au contact, révélant l'année 2023, marquant que 5 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait plongé dans l'abîme. Il s'installa à côté de Ansel, se demandant si sa compréhension était correcte. Les monstres auraient émergé sur Terre au cours des 5 dernières années. Il dit alors à voix haute qu'il devait être difficile pour une fille de naviguer dans ce nouveau monde et suggéra qu'il fasse une pause. Intérieurement, il reconnut à quel point la Terre s'était transformée, réalisant qu'il avait besoin de recueillir plus d'informations. Curieux, il regarda Ansel et demanda ce qui l'avait amené dans un endroit aussi isolé. La jeune fille expliqua qu'elle chassait étonnamment seule à l'intérieur de la porte. Se sentant timide, elle avoua qu'elle s'était réveillée seulement hier en tant que joueuse et s'était aventurée seule dans la porte de classe pour chasser. Elle s'est ensuite traitée de folle pour avoir fait ça. L'esprit de Canu était rempli de pensées sur la chasse en solo et la nature des joueurs. À voix haute, il a posé des questions sur son niveau. Elle répondit qu'elle était actuellement au niveau 6 après s'être réveillée, mais exprima sa curiosité de savoir ce qu'un joueur formidable comme Canu faisait ici. Il ressentit une pointe d'embarras en réalisant que son niveau était inférieur au sien et répondit simplement que c'était comme ça que les choses arrivaient. En la regardant attentivement, il comprit pourquoi elle était arrivée à cette conclusion. Alors que Ansel bougeait, elle frôla par inadvertance l'épaule de Canu. Son estomac laissa échapper un fort grondement de faim, la faisant rougir d'embarras. Ansel s'est soudainement levé et a proposé de partir immédiatement, mais Canu a grimacé en mentionnant la douleur intense de sa blessure et a ensuite demandé si elle était sûre de pouvoir marcher. Sa jambe bandée tremblait légèrement, mais Ansel a rassuré les autres de ne pas s'inquiéter. Alors qu'elle faillit trébucher, Canu attrapa rapidement son bras, promettant de l'aider, mais Ansel protesta anxieusement, ne voulant pas devenir un fardeau. Canu resserra son emprise et l'exhorta à accepter son aide, promettant de la conduire partout où elle aurait besoin d'aller. Elle répondit qu'elle devrait se diriger vers l'entrée. La comprenant, Canu sourit chaleureusement, se sentant comme s'il conversait enfin avec un être humain pour la première fois depuis 10 millénaires. Alors qu'il marchait le long du sentier forestier, Canu réfléchit que bien qu'il ait gâché sa présentation au début, les choses semblaient s'améliorer, et elle ne montrait aucune suspicion quant à sa véritable identité. Encouragé, il est résolu de continuer à s'adapter à la société humaine. À l'entrée, Canu et Ansel échangèrent des sourires satisfaits, se sentant satisfaits de leur progrès. La passerelle apparaissait comme un portail tourbillonnant de teintes bleu foncé et noires. Se retournant vers la forêt, Canu contempla la possibilité de traverser l'espace à travers des failles, réalisant que cet endroit n'était pas exactement la Terre. Il jeta un coup d'œil au portail et ne remarqua aucune machinerie visible capable de générer une faille, ce qui le rendit curieux de savoir ce qui maintenait l'état ouvert de la porte. Ansel se libéra de l'étreinte de Canu, déclarant qu'elle se sentait plus forte maintenant et les exhortant à se dépêcher. Ensemble, ils franchirent le portail tourbillonnant. Canu leva la main pour se protéger les yeux de la luminosité écrasante devant lui. Soudain, la lumière vira à une teinte plus chaude, et Canu cligna des yeux avec une surprise étonnée. Il remarqua un homme criant qu'il assemblait une équipe pour chasser les gobelins à la porte de classe. Notamment, cet homme avait 2 yeux. Canu jeta ensuite un coup d'œil sur les détails scrutateurs de 2 hommes sur la fenêtre du système. L'un remarqua qu'aucun tank n'était disponible aujourd'hui, et Canu observa qu'ils partageaient le même nez. Il tourna son attention vers 2 autres qui débattaient de l'idée de recruter des bandits. Le garçon réfléchit à la façon dont ils avaient chacun une seule bouche et, curieusement, pas de tentacules. Surplombant la rue animée grouillant de monde, Canu admira la scène vibrante autour de lui. Une vague de nervosité le submergea alors que la réalité de son retour s'installait vraiment. Des larmes de joie pure montèrent, brillant dans ses yeux. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu attira l'attention de Ansel.
Sa jambe commença à trembler légèrement, envoyant des douleurs aiguës à travers elle. S'agenouillant, elle proposa doucement que si Canu ne s'y opposait pas, elle aimerait l'inviter à dîner chez elle. Canu sentit son visage rougir à l'invitation. La jeune fille parut adorablement timide lorsqu'elle avoua se sentir mal à l'aise mais exprima un désir sincère de le traiter comme un geste de gratitude. Avec admiration, Canu réfléchit que c'était comme si le printemps lui-même avait fleuri en lui. Il sourit chaleureusement et plaisanta en disant qu'elle ne lui avait laissé d'autre alternative que d'accepter. Il admit que l'offre était tout simplement irrésistible. Juste à ce moment-là, leur échange fut brusquement interrompu alors que quelqu'un exigeait qu'ils attendent. Sortis de nulle part, 2 soldats s'approchèrent de Canu et Ansel, déclarant qu'ils devaient inspecter les cartes d'identification du joueur. Ansel montra rapidement sa carte tandis qu'un soldat insista pour que Canu montre la sienne également. Marmonnant une malédiction à voix basse, l'homme devint frustré. Il exhala profondément, résolu à le révéler maintenant, concédant silencieusement qu'aucune aide ne viendrait, il doit donc compter uniquement sur ses propres compétences. Soudain, ses yeux virèrent à une nuance menaçante de vert toxique. Simulant l'acte de remettre la carte au soldat étonné, il manipula en fait la perception du soldat, l'obligeant à voir la carte comme il l'entendait. Se tenant juste derrière le soldat apparut la figure démoniaque d'Antalion, maître des illusions, incitant Canu à répondre par un geste grossier. Cette tromperie est ce qui a conduit le soldat à la confondre avec une simple carte à jouer. Alors que les soldats discutaient, l'un exhorta l'autre à se préparer car leur quart de travail était sur le point de se terminer. Canu pensa qu'il avait finalement échappé à la détection et suggéra que Ansel les accompagne. Ils se tenaient devant un immeuble de 5 étages lorsque la jeune fille souligna que c'était leur maison. Se retournant avec un sourire penaud, il expliqua qu'il n'y avait pas d'ascenseur, ils devraient donc monter les escaliers. Canu inspira profondément, savourant avec joie l'odeur familière de la vieille maison. Ils montèrent ensemble l'escalier étroit. Cano traça ses doigts le long de la rampe en bois glacial. Son regard s'attarda sur l'épaisse couche de poussière recouvrant la fenêtre. Serrant les poings, il sentit un profond sentiment de réalité s'installer enfin autour de lui. Un sourire s'étala sur son visage et une rougeur réchauffa ses joues alors qu'il réalisa que parmi tous les endroits sur Terre, il retournait vraiment chez lui à Ansel, où un avenir joyeux l'attendait. Dans son esprit, il déclara joyeusement que cela marquait le début prometteur d'un nouveau chapitre de sa vie. Soudain, Ansel ouvrit la porte et salua chaleureusement sa mère qui fut surprise par son arrivée inattendue. La joie et l'émotion féroce disparurent du visage du protagoniste lorsque sa mère embrassa sa fille avec empressement, lui demandant anxieusement si elle était blessée ou seule. Les joues rouges, Ansel répondit doucement qu'elle n'était pas seule. Le protagoniste se demanda silencieusement, confus, « Est-ce vraiment ma mère? Est-elle vraiment la juste pour me nourrir ?» se demanda-t-il avec un sentiment d'insatisfaction. Quelques instants plus tard, Ansel présenta Canu à sa mère, en désignant le protagoniste qui se tenait dans le couloir. Elle expliqua qu'il l'avait sauvé, alors elle l'avait invité à se joindre à eux pour le dîner. En entendant cela, la mère acquiesça volontiers, son visage s'illuminant de gratitude. « Je vous suis vraiment reconnaissante, dit-elle sincèrement, en tenant fermement la main du protagoniste des 2 mains. Elle inclina la tête par gratitude envers Canu pour avoir sauvé sa fille et avoua qu'elle ne savait pas comment lui rendre une telle gentillesse. « Pas besoin de remerciements, répondit le protagoniste rapidement et humblement. Relâchant la main du sauveur de sa fille, la mère reprit son calme et guida Canu à l'intérieur, l'exhortant doucement à ne pas s'attarder dans l'embrasure de la porte. Elle lui assura que même si leurs moyens étaient simples, ils fourniraient toujours un repas copieux. En entendant cela, le protagoniste offrit un sourire chaleureux et exprima sa gratitude à l'hôtesse. Intérieurement, il se sentait mal à l'aise de partager leur repas, mais se rappela rapidement que c'était acceptable puisqu'il avait enduré de grandes souffrances en enfer. À ce moment-là, la mère de Ansel se dirigea vers la cuisine en appelant sa fille pour l'aider à dresser la table. Sans hésitation, la jeune fille se précipita pour aider sa mère. Ansel jeta un coup d'œil rapide à son téléphone et, remarquant les notifications, demanda à sa mère si elle avait vraiment envoyé ses messages. Sa mère confirma rapidement et souligna qu'elle devait toujours rester en contact chaque fois qu'elle se lançait dans une mission dangereuse. Remarquant le téléphone dans la main de la jeune fille, le protagoniste réalisa qu'il avait besoin de plus d'informations sur la Terre. Sans hésitation, il se tourna vers Ansel et demanda à lui emprunter son téléphone brièvement, expliquant qu'il avait égaré le sien. En entendant sa demande, la jeune fille sourit chaleureusement au protagoniste et répondit « Bien sûr ». Sur ce, elle tendit le smartphone à Canu en l'encourageant à ne pas hésiter. Elle ajouta ensuite que le dîner serait prêt sous peu. Prenant le téléphone, il le leva immédiatement vers son visage et rougit de plaisir. Intérieurement, il se délectait de la sensation tactile familière du smartphone, la qualifiant de sensation magique, surtout après tant d'années de séparation. Soudain, son expression devint sérieuse. Enlevant son manteau et s'installant dans une chaise, il résolut de se concentrer. Le protagoniste savait qu'il devait recueillir des informations essentielles. Il réfléchit à l'endroit où commencer et, après quelques instants, conclut qu'il devrait commencer par lire les nouvelles de 2018. Immédiatement après ces pensées,
il entra une requête concernant les nouvelles du 1er février 2018 dans le moteur de recherche. Il découvrit un rapport indiquant que le 22 février 2018, le monde sombra dans le chaos alors que de mystérieux portails commencèrent à s'ouvrir dans le ciel, libérant des milliers de monstres. Les armes conventionnelles se sont avérées totalement inefficaces contre eux. L'armée communiste chinoise tenta de monter une défense, mais leurs efforts se soldèrent rapidement par un carnage. D'énormes bêtes ressemblant à des humains avec des têtes de taureaux se déchaînèrent sans pitié, dévastant tout sur leur passage. Les rapports indiquaient qu'une alliance de défense mondiale avait été établie sous la direction des États-Unis, la Corée du Sud devenant la 9e nation à rejoindre ce front unifié. Alors qu'il visualisait la silhouette du tout premier joueur américain, le protagoniste s'interrogea profondément sur l'identité de cette mystérieuse jeune fille. Soudain, il lut que des milliers de joueurs étaient apparus dans le monde entier, imaginant d'innombrables jeunes hommes et femmes exerçant des pouvoirs extraordinaires. Le protagoniste se demanda si ces individus pouvaient vraiment représenter le dernier espoir de l'humanité. Alors qu'il continuait à parcourir les nouvelles, il tomba sur un article intitulé Journée de l'Holocauste publié le 22 février. En voyant cette date, Canu se souvint de ses derniers instants dans l'ancien monde et réalisa que c'était précisément alors qu'il était entraîné dans un enfer cauchemardesque. Ensuite, il plaça pensivement sa main sur son menton, détourna le regard et se demanda avec incrédulité si ce jour même marquait l'ouverture du portail et son arrivée fortuite là-bas. Puis il siffla doucement pour lui-même, se rappelant que les articles de presse pouvaient dire n'importe quoi. Après avoir dit cela, le protagoniste reprit le défilement sur son téléphone, se disant qu'il avait besoin de découvrir plus d'informations quand soudain Ansel cria que le dîner était prêt. Une marmite fumante de nourriture fut placée à travers la table. Posant son téléphone avec un sourire radieux, le protagoniste remercia reconnaissant les hôtesses. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. « Vraiment » s'exclama-t-il joyeusement pour lui-même. Directement devant lui reposait une marmite entière de ragoût appétissant. Ansel souhaita promptement au protagoniste un agréable repas. À ce moment-là, de froides gouttes de sueur apparurent sur le front de Canu. Fixant avec incrédulité le plat devant lui, il ne pouvait pas croire que c'était du ragoût de kimchi. « Ragoût de kimchi » cria-t-il intérieurement, submergé de bonheur. Quelques secondes plus tard, il leva timidement une cuillerée de ragoût à ses lèvres. À l'intérieur de la cuillère, il y avait un riche bouillon et un morceau de viande tendre. Pendant ce temps, la mère de Ansel jeta un coup d'œil à sa fille et l'encouragea à ne pas prendre de retard et à commencer à manger. La jeune fille, souriant chaleureusement, exprima sa gratitude à sa mère. Le protagoniste, cependant, hésita en murmurant pour lui-même avec incertitude. « Ragoût de kimchi » chuchota doucement Canu. En entendant cela, Ansel se tourna vers l'invité avec un regard de surprise. Quelques instants plus tard, le protagoniste, la main tremblant légèrement, porta la cuillère à sa bouche. Soudain, il vida le contenu de la cuillère. La mère et la fille observèrent l'invité avec impatience, s'attendant à au moins une sorte de réaction. Canu commença à mâcher le plat vigoureusement et avec un plaisir évident. Sans hésitation, il souleva une cuillerée bombée de ragoût et la porta à sa bouche une fois de plus. Quelques instants plus tard, le protagoniste vida à nouveau la cuillère, savourant chaque bouchée avec une mastication gourmande. Peu de temps après, il attrapa un bol de riz et y trempa avidement sa cuillère. Immédiatement après cela, il dévora voracement des cuillerées de riz, laissant Ansel et sa mère étonnés de son appétit insatiable. Perdu dans ses souvenirs, le protagoniste se rappela que des milliers d'années, près de 10 000 s'étaient écoulées. Il admit qu'il ne savait pas comment il avait fini en enfer, se rappelant le ciel rouge sang et les innombrables monstres qui le traversaient. Expliqua que pour survivre, il avait dû se transformer en quelque chose de démoniaque absorbant l'énergie démoniaque. Il se rappela s'être assis au sommet de nombreux démons qu'il avait tués, consommant la chair de l'un d'eux. Canu nota que bien qu'il fût devenu démoniaque, son palais humain était resté inchangé, de sorte que ses délices infernaux ne lui procuraient aucun plaisir réel. Il se souvint vivement d'avoir planté avidement ses dents dans la viande du démon dévorant, ses yeux sauvages reflétant sa faim alors qu'il mordait profondément, avalant des démons tout en luttant pour respirer. Après avoir arraché un morceau, il mâcha la chair du démon avec beaucoup d'efforts. Le goût répugnant persista. Kano expliqua qu'au cours de ces années, il avait vécu dans une brume délirante. Il se souvint de la façon dont, incapable de mâcher un morceau particulièrement dur, il le recracha avec frustration, s'étouffant alors que la viande amère quittait sa bouche. Pourtant, malgré avoir enduré ce supplice pendant 10 longs milliers d'années, il n'a jamais complètement perdu la raison dans son propre esprit. Des larmes coulaient sur ses joues, du mucus coulait de son nez, et de la bave s'échappait de sa bouche. Il expliqua qu'il n'avait pas perdu la tête parce qu'il vivait dans un rêve et que ce rêve était simplement de retrouver le chemin du retour. Canu se souvenait de l'angoisse d'avoir pleuré amèrement, de survivre avec la chair de monstre, tout en aspirant au confort de son foyer. Il murmura doucement et avec joie pour lui-même, « Je suis vraiment de retour sur Terre », alors que ses souvenirs se fondaient en larmes et en sanglots. Les larmes continuaient de couler librement de ses yeux tandis qu'il mâchait régulièrement son riz. Soudain alarmé et un peu effrayé, Ansel demanda, « Canu, qu'est-ce qui ne va pas ?
Les larmes continuaient de couler sur le visage du protagoniste alors qu'il sanglotait en regardant vers Ansel. « Merci » murmura-t-il sincèrement en ajoutant « Merci beaucoup ». Pendant ce temps, des gouttes de sueur apparurent sur les visages de la fille et de sa mère. Le protagoniste sourit chaleureusement et dit « C'est délicieux ». L'expression de Ansel ne révélait que de la surprise, son visage étant par ailleurs neutre. Puis, rougissant soudainement de ce qu'elle avait entendu, elle baissa les yeux et dit avec un doux sourire que c'était en fait elle qui devait remercier Kano. Regardant la table qui ne contenait qu'une marmite de soupe et une salade, elle s'excusa de ne pas avoir quelque chose de plus impressionnant à offrir. Ensuite, elle jeta un coup d'œil au protagoniste et demanda en souriant s'il avait vraiment apprécié le repas. En entendant cela, Kano leva les yeux remplis de larmes pour rencontrer les siens et répondit avec enthousiasme. Alors qu'il continuait à manger avec empressement, il demanda soudainement s'il pouvait en avoir plus. En entendant la demande, Ansel se leva d'un bond promettant de l'apporter immédiatement, remplissant sa mère de joie qu'elle puisse enfin satisfaire le souhait. Les larmes coulaient sur le visage du protagoniste alors qu'il touchait le bol de riz, réfléchissant doucement à quel point la maison était merveilleusement réconfortante. Soudain, il leva les yeux pour trouver Ansel debout devant lui, les joues roses et un doux sourire ornant ses lèvres. Sans prévenir, une explosion assourdissante fracassa la porte de l'appartement, envoyant des ondes de choc à travers la pièce. Au milieu du nuage de poussière dense soulevé par l'explosion, seul le faible contour d'une silhouette solitaire pouvait être discerné. Rempli de terreur, Ansel et sa mère se précipitèrent avec urgence pour découvrir qui était responsable du chaos. L'intrus claqua son pied sur une énorme dalle de pierre sur le sol, la forçant à se fissurer sous la pression. Un jeune homme aux cheveux blonds courts fit irruption dans la pièce, les mains enfouies dans ses poches, criant violemment à Ansel de partir. C'était Anti, son frère. Il avança plus profondément dans l'appartement, sa présence devenant de plus en plus menaçante à chaque pas. Confrontant la jeune fille, il demanda agressivement qui l'avait autorisé à entrer dans la propriété à volonté. L'expression de Ansel se durcit, ses traits étant dominés par une colère féroce et un ressentiment profond. « Pars » dit-elle doucement mais fermement, sa voix empreinte d'une tranquille détermination. Anti répondit avec colère, fixant sa sœur du regard en exigeant une explication. Incapable de contenir sa fureur, la jeune fille cria en retour, exigeant de savoir qui il pensait être pour faire irruption chez elle sans y être invité. « Reste en arrière » avertit Ansel, sa voix s'élevant avec autorité alors qu'elle se déclarait pleinement préparée à la confrontation. La crainte traversa les yeux de Anti face à sa nouvelle détermination. Soudain, un rire étouffé et contenu brisa le silence. Ansel jeta un coup d'œil à son frère avec surprise juste au moment où Anti perdit le contrôle et éclata d'un rire bruyant et incontrôlable. Il agita sa main avec désinvolture d'un côté à l'autre, se demandant si elle était vraiment une joueuse qualifiée et authentique maintenant. Sans prévenir, il claqua sa main contre le mur, le brisant, et demanda comment quelqu'un d'aussi insignifiant que Ansel pouvait être considéré comme une vraie joueuse. La jeune fille, rouge de colère, agita sa main avec véhémence, criant à son frère de garder ses distances. Anti ignora sa protestation et jeta plutôt un coup d'œil derrière sa sœur où leur mère se recroquevillait, tremblant de peur juste au-delà de Ansel. Voyant cela, il se détourna avec dégoût, remarquant durement que non seulement leur père était mort jeune, mais que leur mère était aussi une lâche. En entendant cela, Ansel perdit le contrôle et se jeta sur son frère, criant avec fureur que c'étaient les actions de Anti qui les avaient amenés à cette situation. Plutôt que de riposter par des insultes, l'homme attrapa fermement la main de sa sœur et l'entraîna en déclarant qu'il se dirigeait vers la branche d'Andrew. Ansel se débattait instantanément, criant avec défi qu'elle ne s'alignerait jamais sur une branche aussi peu recommandable. Puis Anti fit une pause, se tourna vers elle avec un sourire sauvage et avoua que tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle rejoigne un groupe réputé. Peu importe la force avec laquelle Ansel se débattait, elle était incapable de se libérer de son emprise. En désespoir de cause, Ansel mordit fortement la main de son frère, faisant jaillir du sang de la blessure. Frappé par une douleur intense et aiguë, Anti riposta en frappant sa sœur avec force. La mère se précipita instantanément vers sa fille qui gisait sur le sol en hurlant d'agonie. Anti serra sa main ensanglantée, sa fureur flambant de façon incontrôlable. Les veines se gonflèrent sur son visage sous l'effet de la rage pure. Sa peau rougit tandis qu'il fixait sa sœur du regard, demandant avec véhémence si elle croyait vraiment que survivre dans ce monde pouvait être si facile. Luttant pour se contenir, il se pencha sur Ansel et l'étreinte de leur mère et dit sèchement à sa sœur de se taire et d'accepter de devenir son sacrifice. Puis brusquement, il contesta son affirmation d'être une joueuse à part entière. Ses yeux brûlaient de folie et sa voix dégoulinait de mépris et de haine alors qu'il fixait sa sœur en proposant audacieusement, si c'est le cas, alors réglons ça avec un combat. En entendant cela, la mère se précipita immédiatement vers son fils, plaidant désespérément pour la pitié et offrant de prendre la place de sa fille. Elle saisit fermement la main de son fils avec les deux siennes, mais il lui ordonna brusquement de retirer ses mains. Lorsque la mère refusa de le lâcher, Anti la repoussa violemment avec un coup dur, la faisant tomber au sol avec un cri. Témoin de l'acte violent de son frère contre leur mère, les larmes montèrent aux yeux de Ansel.
Elle se précipita aux côtés de sa mère qui gisait inconsciente sur le sol alors que Anti avertissait froidement, « Je te l'avais dit ». La rage tordit son visage, le dédain clignotant dans ses yeux alors qu'il avertissait sa sœur, « Ne me provoque pas. » Anti, murmura Ansel en larmes en se tournant pour faire face à son frère. La fureur flambait férocement dans son regard. Serrant sa mère dans ses bras pour la protéger, elle se sentait complètement perdue, incertaine des mesures à prendre ensuite. Pendant ce temps, Anti ricana sarcastiquement en la défiant, se vantant fièrement qu'il avait déjà atteint la 2e étape de l'éveil alors qu'il jetait un regard arrogant à sa sœur. Ansel ne répondit rien. Sa mâchoire se serra de fureur alors qu'elle luttait pour réprimer un flot de larmes. Soudain, se penchant plus près avec un sourire moqueur, Anti railla sa sœur, se demandant si elle croyait sérieusement avoir une chance contre lui. Sans hésitation, il saisit son visage brutalement et déclara que son seul atout était sa beauté. Serrant sa sœur avec frustration, il hurla que tout ce dont Ansel avait besoin, c'était de rejoindre la guilde d'Andrew pour surpasser le frère aîné. Soudain, un fort craquement coupa sa tirade, incitant Anti à se détourner brusquement. Il fit face à la source du son et aperçut le protagoniste dévorant avec contentement un ragoût copieux. Fumant, Anti demanda, « Qui diable es-tu » dirigeant sa colère contre le protagoniste. Ignorant la question, Kano continua à consommer plat après plat sans prononcer un seul mot. Relâchant sa sœur, la fureur de Anti monta une fois de plus alors qu'il affrontait le protagoniste. « Ne réalises-tu pas ce qui se passe ici ?» Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Ansel alors qu'elle regardait son frère s'approcher de Kanu. Avec un ton agressif, Anti s'avança vers la table où le protagoniste était assis en avertissant, « Écoutez bien. » Kanu resta indifférent aux mots de Anti, concentré uniquement sur son repas. Perplexe, le rival se demanda s'il était sérieux ou simplement méprisant. Après une brève pause, il se gratta l'arrière de la tête, se détourna et commença à partir. Dans un tournant brusque, Anti frappa violemment la table, faisant tomber toute la nourriture. Le ragoût renversé éclaboussa directement le visage choqué de Kanu. Ansel couvrit sa bouche d'horreur tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Le visage d'Anti se tordit de fureur et de haine, ses dents serrées de rage. Le ragoût dégoulinait sur le sol tandis que le protagoniste, serrant toujours une cuillère à mi-chemin de sa bouche, luttait pour comprendre ce qui venait de se passer. À cet instant, Ansel laissa échapper un grand cri, appelant urgemment le nom du protagoniste. Soudain, Kano laissa échapper un cri terrifié alors que du kimchi se répandait partout, des larmes coulant sur son visage. Il s'effondra ensuite sur le sol, se penchant sur le désordre du ragoût renversé. Son frère, déconcerté, se tourna vers le protagoniste et demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Où as-tu trouvé cet étranger sans abri ?» demanda-t-il soudain à sa sœur. La détresse disparut du visage d'Ansel, remplacée par un silence confus alors qu'elle luttait pour répondre. « Et, toi » lança Anti, les mains enfoncées dans ses poches, fixant le protagoniste en sanglots. Puis, poussant Kanu du pied, il ordonna, « Arrête de pleurer et lève-toi. » Sans avertissement, Kanu se tourna vers son agresseur, la fureur flambant dans ses yeux. Un bref regard de peur traversa le visage d'Anti, le faisant hésiter juste assez longtemps pour s'arrêter. « Comment oses-tu » cria le protagoniste, sa voix crépitant de colère. À ce moment, une apparition démoniaque sembla se matérialiser devant Anti alors que Kanu grognait furieusement à genoux. « Comment oses-tu renverser mon kimchi ?» Une énergie incroyablement puissante et sinistre envahit soudain toute la pièce. « Mon kimchi » cria le protagoniste avec colère, sa fureur rayonnant comme une vague d'horreur qui força Anti à reculer. Soudain, il se mordit fort la lèvre, serra fermement le poing et se prépara à lancer une attaque. À cet instant, une flamme bleue vive vacilla le long de son poing. Une goutte de sueur coula sur sa joue alors qu'il fixait le protagoniste, se disant que ce n'était qu'une illusion. Soudain, un projectile jaillit dans sa main. Même les yeux d'Anti brillaient intensément de flammes bleues. Se tournant vers la source du projectile, il demanda, « Que vient-il de se passer ?» Derrière eux, Ansel serrait fermement son bâton, criant urgemment à Kanu de s'enfuir. À ce moment, une longue lame se matérialisa de la main du protagoniste. En voyant cela, les larmes d'Ansel cessèrent brusquement. Au même moment, Kanu se précipita vers son adversaire. Toujours déconcerté, Ansel tenait son bâton défensivement devant elle. À ce moment-là, le protagoniste avait réduit la distance avec son adversaire autant que possible. La fureur brillait dans les yeux d'Anti, bien que pris au dépourvu. Il se convainquit que Kanu ne pouvait pas être aussi rapide. Alors qu'il arrivait de la gauche, Anti réalisa qu'une frappe rapide lui était destinée. Le visage de Kanu restait sans expression, mais ses yeux brûlaient d'une vive flamme écarlate. Tentant de bloquer la frappe venant de la gauche, Anti manqua simultanément une puissante poussée de genoux à sa poitrine. Était-ce un évanouissement? Se demanda-t-il. Immédiatement après ces mots, un jet de bave s'échappa de sa bouche. Il serra instantanément les dents, la fureur bouillant en lui. Sans hésitation, il chargea son adversaire en criant un cri de guerre féroce. Ses poings se jetèrent vers Kanu, mais il manqua de peu un coup de poing au visage. Quelques instants plus tard, un coup de pied puissant frappa son dos, éteignant les flammes qui engloutissaient ses mains. Du sang coulait régulièrement du nez d'Anti. Grimaçant et grinçant des dents,
il saisit la jambe de son adversaire d'une main, acquiesçant silencieusement à sa faiblesse. Immédiatement, il renversa Canut, se préparant à frapper rapidement de sa main libre. Mais à ce moment précis, il échoua une fois de plus à bloquer un coup de pied féroce dirigé vers son visage. Tournant le dos à son adversaire, le protagoniste libéra une lame tranchante allongée de sa main. Du sang jaillit de nouveau du nez et de la bouche d'Anti. Saisissant l'occasion, le protagoniste se jeta sur son adversaire, balançant la lame avec une intention meurtrière. Anti contre-attaqua rapidement, frappant avec une vitesse accrue, mais au dernier instant, le protagoniste se baissa pour éviter le coup flamboyant. À cet instant, de la bave mélangée à du sang jaillit de la bouche de Han. Réalisant que c'était un évanouissement, il évita de justesse un coup de poing dévastateur sur son côté. En quelques secondes, les poings d'Anti perdirent leur éclat flamboyant et il s'effondra à quatre pattes. Haletant fortement et serrant son côté, il réfléchit à la véritable identité de Canut. Soudain, son visage fut violemment claqué contre le sol alors que le protagoniste pressait son pied contre la tête de son adversaire. Enragé, Anti s'efforça de lever le bras, désespéré de se relever une fois de plus. « Je n'ai pas encore fini », déclara soudain le protagoniste, et au même instant, il enfonça la lame de sa propre main directement dans la paume de son adversaire. Un cri perçant et déchirant éclata immédiatement. Se penchant, Anti Canut ricana moqueusement, remarquant qu'il agissait comme un adulte mais se plaignait comme une petite fille. La folie, la fureur, la haine et le mépris brillaient dans les yeux du protagoniste alors qu'il fixait son rival, jurant de lui faire payer le kimchi renversé. Du sang coulait de la main blessée d'Anti alors qu'il levait la tête, fixant furieusement et demandant pourquoi quiconque se mettrait autant en colère pour du kimchi. En entendant cela, Canut l'attrapa par les cheveux, rayonnant une aura incroyablement puissante et terrifiante qui semblait consumer les environs. Levant la tête d'Anti pour croiser son propre regard, le protagoniste demanda ce qu'il venait de dire à propos du ragoût. Des gouttes de sueur apparurent sur le front d'Anti. Terrifié, Anti se démena pour trouver une explication à ses paroles. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un seul mot, son visage fut de nouveau claqué contre le sol. « Que as-tu dit à propos de mon kimchi ?» Le protagoniste rugit de fureur, martelant continuellement le visage de son adversaire contre le sol avec une force implacable. Canut serra les dents de colère, essayant désespérément de retenir ses émotions tempétueuses, supprimant toute explosion supplémentaire. Soudain, il s'arrêta et relâcha son emprise sur les cheveux de son adversaire. Se penchant près du visage de son rival, il ordonna que chaque fois qu'il disait un, Anti devait répondre par kimchi. Puis il ajouta qu'en entendant deux, Anti devrait répondre par nourriture des dieux. Quand le silence suivit, il pressa davantage la lame dans la main d'Anti et lui ordonna de crier plus fort. Un canot dit brusquement, « Kimchi », répondit Anti. Le protagoniste rugit de fureur, frappant la main blessée de son adversaire si violemment que le sang jaillit comme une rivière. Des larmes coulaient sur le visage de l'homme alors que du sang coulait de son nez. « Kimchi », hurla Anti, sa voix frénétique et sauvage. Sans hésitation, le protagoniste déclara, les yeux voilés tandis qu'une aura accablante surgissait, remplissant toute la pièce d'une présence puissante. « Nourriture des dieux », hurla Anti de toutes ses forces. « Non, non », le protagoniste murmura, frustré, en regardant son adversaire vaincu. Il cria plus fort, lui ordonnant d'invoquer l'image comme s'il priait sincèrement un être divin. Ansel observa toute la scène avec un mélange de confusion et d'embarras, mais elle n'interrompit pas les actions de Canut. Fou de rage, le protagoniste cria à son adversaire d'insuffler chaque fibre de son être dans la déclaration. Sa rage était si intense que ses dents se transformèrent en crocs. Le kimchi est la nourriture des dieux, hurla Anti, les larmes coulant sur son visage. En entendant cela, le protagoniste serra les dents de colère et cria, non. Ses yeux brillaient d'une lueur écarlate alors qu'il se penchait plus près de Anti. Ce n'est pas suffisant, ordonna-t-il férocement avant de lui ordonner de crier à nouveau. Sur ce, l'homme inspira profondément, se préparant à un autre cri puissant. De toutes ses forces, il cria, le kimchi est la nourriture des dieux, si fort que du sang jaillit de sa bouche et que ses dents se dispersèrent dans toutes les directions. Après cela, le silence se fit dans la pièce. Canut s'était enfin calmé. Très bien, dit-il doucement en retirant la lame ensanglantée de la main de Anti. Puis il se leva. Canut fixa son adversaire, les yeux brillants de mépris et de fureur, l'avertissant de ne plus jamais profaner le kimchi. Allongé sur le sol, baigné de sang et de larmes, Anti luttait pour comprendre ce qui venait de se passer, son corps trop faible pour bouger ou se relever. Finalement, l'appartement fut soigneusement nettoyé et remis en ordre. Tous les déchets et les débris éparpillés ont été soigneusement rassemblés et empilés proprement. La mère de Ansel était allongée sur le canapé tandis que sa fille enroulait attentivement un bandage autour de sa tête. La jeune fille paraissait profondément anxieuse, rongée par l'inquiétude pour le bien-être de sa mère. Même après s'être occupée de sa mère, elle refusa de la quitter, restant vigilamment près d'elle. Dans la cuisine, Anti faisait la vaisselle, déconcerté, se demandant comment il avait réussi à persévérer à travers tout cela. Un mince filet de sang coulait de son nez. Le jeune homme était à moitié nu, son manteau introuvable. Le protagoniste était assis à la table,
les pieds nonchalamment posés dessus, dégageant un sentiment de contrôle. Il sirotait calmement son thé, vêtu des vêtements de son rival, tout en consultant son téléphone à la recherche d'informations. Des larmes jaillissaient de l'unique œil intact de Anti alors qu'il frottait le bol de ragoût. Alors qu'il rinçait l'assiette, son reflet révélait des dents serrées, révélant la colère qui mijotait à l'intérieur. « Pourquoi dois-je endurer cela ?» murmura-t-il, jetant un regard acéré par-dessus son épaule à son bourreau. Soudain, le protagoniste posa une tasse sur la table. Le cliquetis aigu fit frissonner Anti de peur. Sans même jeter un coup d'œil à Anti, Canu demanda immédiatement ce qui n'allait pas, s'enquérant s'il était vraiment contrarié juste parce qu'il devait endurer tout cela à cause du kimchi. Surpris, Anti répondit soudainement en criant, craignant d'être à nouveau réprimandé. Le protagoniste resta silencieux, fixant plutôt l'homme avec un regard de pur dédain. Anti jeta un coup d'œil nerveux par-dessus l'épaule du protagoniste, des gouttes de sueur coulant régulièrement sur son visage. Perdu dans ses souvenirs, Canu commença soudainement à remarquer que Anti menait une vie de confort, portant des vêtements, mangeant bien et vivant dans la facilité. Il se souvint de l'époque où il avait impitoyablement tué des démons les uns après les autres dans les profondeurs de l'enfer, se repaissant de leur chair. Se souvenant du goût amer de la chair de démon dans sa bouche, il exhorta Anti à apprécier et à être reconnaissant pour ce qu'il avait. « Chéris ta vie », ajouta-t-il, revenant de ses souvenirs et croisant le regard de son adversaire. Compris, lâcha Anti en panique, avertissant mentalement le protagoniste d'attendre et de voir de quoi il était capable. Il se détourna à nouveau, les veines saillantes de sa fureur, jurant qu'une fois qu'il aurait fait son rapport à Andrés, le protagoniste ne resterait pas indemne. Soudain, Canu cria, et, surprenant profondément Anti. Le protagoniste jeta ses mains derrière le dossier de sa chaise et dit « Viens quand tu auras fini de faire la vaisselle ». Se levant et s'appuyant sur la table, il exprima clairement ses pensées. Devant lui se tenait un Anti tremblant, si effrayé qu'il n'osait pas bouger. Brusquement, Canu déclara qu'il ne voyait aucune raison d'épargner la vie de l'homme, convaincu que rien de valable ne pouvait venir de lui. En entendant cela, la terreur s'empara de l'homme, la peur brillait dans ses yeux tandis que de la sueur froide lui trempait le visage. Le protagoniste insista froidement sur le fait que le monde n'avait pas besoin de lui. Soudain, le protagoniste l'attrapa par le col, le tira près de lui et le rassura, « Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas ». Un sourire sauvage s'étendit sur son visage, les yeux brillants d'une intense fureur violette. À ce moment-là, il proclama que s'il était il préférerait choisir la mort. À cet instant, quelque chose d'étrange commença à modifier l'esprit de Sa conscience fut submergée par une force puissante. Le protagoniste invoqua un sort formidable appelé démon Rubu. Devant le petit un démon massif et terrifiant se matérialisa, tendant ses mains vers lui, une incarnation de la terreur pure. Berçant l'homme, le démon rugit d'une voix dégoulinant de peur tout en suppliant désespérément d'être libéré. Puis Orobu baissa son énorme tête, pressant son troisième œil contre le front de l'homme. Anti se retrouva piégé par des mains obscures, fixant un horrible œil de démon flamboyant, trempé de sang, brûlant violemment devant lui. Submergé par cette vue, Anti hurla de terreur pure alors que des larmes coulaient de façon incontrôlable sur ses joues. Alors que le protagoniste faisait face à Anti sortant de cet état de transe, l'horreur seule obscurcissait l'expression de son rival. La peur consumait son visage. C'est alors que Canu avertit qu'aucun mot ne devait être prononcé sur ce qui s'était passé de peur que la peur ne s'infiltre profondément dans l'âme de la victime. Après avoir prononcé ces mots, le protagoniste pointa brusquement la sortie et ordonna à Anti de partir. La peur réduit une personne à une simple marionnette. Tu es complètement pathétique, ricana Canu, se prélassant dans sa chaise et tournant délibérément le dos à sa proie. Consumé par la terreur, Anti, les sous-vêtements humides d'anxiété, se dirigea timidement vers la sortie. Ansel observa la scène en silence, son regard fixé sur son frère alors qu'il sortait à contre-cœur. Intérieurement, elle se répéta les mots, submergée par le sentiment de terreur familier. Puis, tournant son attention vers le protagoniste, elle fit une remarque sur l'étranger qui était venu à son secours. Tout au long de l'épreuve, Canu resta absorbé, faisant défiler quelque chose sur son téléphone sans lever les yeux. Réfléchissant aux paroles de Anti, il reconnut la vérité troublante qui se cachait derrière elle. De la sueur coula sur son visage alors qu'il se frottait le menton pensivement, marmonnant pour lui-même qu'il était vraiment devenu un sans-abri et qu'il avait un besoin urgent d'argent. Soudain, une idée cruciale le frappa. Il venait de trouver ce qu'il cherchait. Il a rapidement consulté un article Wikipédia détaillant les propriétés des pierres magiques. Sans hésiter, il s'est tourné vers Ansel et lui a demandé si elle possédait des pierres magiques. Promptement, la jeune fille a hoché la tête et a fouillé dans son sac. Quelques instants plus tard, elle a doucement placé une pierre magique dans la paume du protagoniste, expliquant qu'il s'agissait d'une pierre de rang qu'elle avait obtenue d'un gobelin. À l'instant où la pierre s'est posée dans sa main, il a déchaîné un puissant sort sur elle, se souvenant que plus la teinte de la pierre était foncée, plus sa puissance magique était grande. Il ferma les yeux en canalisant de l'énergie dans la pierre. Ansel se tenait tranquillement à côté de lui, son sourire chaleureux invitant à une réponse. Soudain, Canu murmura en lui-même ne sentant aucune trace de magie.
Quand il ouvrit les yeux, il examina la pierre de près et reconnut qu'un certain pouvoir y était effectivement emprisonné, mais ce n'était pas de la magie. Ses pensées sont revenues à la bataille dans la forêt, se souvenant qu'il avait acquis une certaine forme de magie lors de cette rencontre. Il s'imagina vaincre des monstres et collecter des pierres magiques pour obtenir de la magie, confirmant ainsi que ses hypothèses initiales avaient été précises. Mais cela lui paraissait différent, pensa-t-il, en regardant attentivement la pierre magique posée dans sa paume. Soudain, il réalisa qu'une pierre magique ne contient pas de magie elle-même, mais incarne plutôt une forme distincte d'énergie connue sous le nom de magie. Il réfléchit profondément, se caressant le menton en se demandant d'où provenait exactement cette énergie magique. Incapable de répondre immédiatement, il résolut d'enquêter plus tard. Reconnaissant, il rendit la pierre à Ansel et décida silencieusement qu'il devait amasser plus de pierres pour toutes les vendre. Ses pensées lui rappelèrent les 2 soldats qu'il avait rencontrés et ce dont il avait besoin pour ce plan. Avant de terminer sa phrase, il se tourna vers Ansel et lui demanda s'il y avait un bureau de gestion des activités des joueurs à proximité, répondit la jeune fille. Tenant la pierre pensivement, elle leva les yeux et expliqua qu'il n'y en avait pas à proximité. Le bureau principal le plus proche était situé près de la gare de Séoul. Après un moment de réflexion, elle admit qu'elle voulait aussi y aller et proposa qu'ils voyagent ensemble. En entendant cela, le personnage principal se leva et s'enquit de ses raisons d'y aller. Ansel jeta un coup d'œil à sa mère et révéla que la situation de leur famille était loin d'être stable. Puis, fixant sa pierre magique, elle avoua que sa décision imprudente de passer la porte en découlait, et ce n'est que maintenant qu'elle comprenait pleinement à quel point c'était dangereux et insensé. Après avoir dit cela, la jeune fille se tourna vers le protagoniste, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux en remerciant sincèrement Canut. Se grattant l'arrière de la tête, légèrement confus, le protagoniste dit qu'il souhaitait simplement aider les bonnes personnes, même si dans son esprit il se rappelait qu'au cours des 10 000 dernières années, il n'avait rencontré que des démons. Avec détermination, Ansel serra le poing et déclara que c'était précisément la raison pour laquelle elle voulait maîtriser les bases et passer à la 2e étape de l'éveil. En regardant la jeune fille, le protagoniste remarqua qu'il avait enfin trouvé un ange parmi eux. En entendant les histoires de Ansel, elle rougit et rit, admettant qu'elle avait l'intention de faire tout ce qu'elle pouvait, mais qu'elle ne prévoyait pas de l'aider pour le moment, ajouta Canut. Gesticulant largement sur le côté, le protagoniste demanda « Alors, allons-y ?» Ce à quoi la jeune fille répondit promptement qu'elle avait d'abord besoin de temps pour se préparer. À ce moment-là, Ansel se retira dans sa chambre, laissant le protagoniste seul dans la cuisine. Marmonnant pour lui-même, il doutait que voyager avec quelqu'un d'aussi fragile lui permette de fonctionner à pleine efficacité. Le sourire disparut de son visage, remplacé par une froideur glaçante. Aussi insensible que cela puisse paraître, il ne prononça que la stricte vérité. Pendant ce temps, Ansel se préparait activement en choisissant sa tenue, tandis que Canut insistait silencieusement sur le fait qu'il n'avait pas besoin de distraction. Sa seule préoccupation était de retrouver son pouvoir perdu. Plus tard, il s'approcha de la fenêtre et déclara qu'après une longue absence de 10 000 ans, il était enfin revenu sur Terre, mais qu'il devait devenir encore plus fort pour endurer ce qui l'attendait. Regardant vers l'horizon, il affirma qu'il devait récupérer la force de la peur qu'il possédait autrefois, tout comme il l'avait enduré en enfer. Soudain, la voix de Ansel retentit derrière lui, lui demandant si Canut avait une pièce d'identité. La question surprit le protagoniste qui, après une brève pause, suggéra de d'abord se rendre au bureau de l'administration de district. Après un certain temps, le protagoniste tenait enfin sa carte d'identité nouvellement émise dans ses mains. Il se retrouva à prendre le métro aux côtés de Ansel. Examinant sa carte d'identité, il remarqua qu'il avait réussi à réémettre sa carte d'identité. Il se souvint de sa visite au bureau de l'immigration où, quelque peu confus, il demanda s'il pouvait maintenant récupérer sa carte d'identité. La réceptionniste l'assura que c'était prêt et disponible pour le ramassage. En entendant cela, il se gratta l'arrière de la tête, toujours incertain mais soulagé, et se demanda intérieurement avec surprise si quelqu'un l'avait signalé disparu. Serrant sa carte d'identité, il la fixa silencieusement, se disant amèrement que personne n'avait pensé à lui pendant tout ce temps. Pendant 5 années épuisantes, il se souvint s'être assis seul à l'école, sans une seule personne à proximité. Il se souvenait des nuits seul à la maison à ne manger que des nouilles nature. Soudain, au lieu de nouilles, un étrange morceau de chair de démon lui remplit la bouche. Submergé par la fureur, il murmura, il n'y en avait pas un seul. Devant ses yeux apparut une image de lui dévorant un démon. Puis la voix de Ansel retentit brusquement, le ramenant à la réalité en un instant. « Regarde » dit-elle en pointant devant. « Nous y sommes presque » ajouta-t-elle avec un sourire. À ce moment-là, le protagoniste leva les yeux. Il vit un complexe tentaculaire impressionnant encadré par une vue imprenable, et la jeune fille rayonna de plaisir. Glissant sa carte d'identité dans sa poche, il réalisa que tout allait changer. « Si beau » dit-il une fois de plus, se tournant vers Ansel avec un sourire chaleureux. Alors que le train s'arrêtait, l'annonce déclara que tous les passagers étaient arrivés à l'association des joueurs. Ils ont informé tout le monde que la sortie était sur la gauche où l'escalator descendait.
Ansel se précipita en premier et fit rapidement signe au protagoniste de la suivre. En quelques secondes, ils se retrouvèrent devant la vaste structure connue sous le nom de Soul Players Association. Canut regarda avec admiration l'immense bâtiment visiblement stupéfait. Soudain, Ansel ordonna au protagoniste de prendre quelque chose chez elle. Elle lui tendit son ancien téléphone et expliqua qu'il avait le Wi-Fi pour que Canut puisse facilement envoyer des mises à jour sur le déroulement des événements. Tenant le téléphone dans ses mains, le protagoniste ressentit une joie immense, bien qu'au fond de lui, des larmes de bonheur montaient silencieusement. La jeune fille montra l'entrée du doigt et dit qu'elle s'était précipitée à la réunion d'introduction. Reprenant son sang-froid, Canut sourit chaleureusement en lui faisant ses adieux et en mentionnant qu'il partirait bientôt lui aussi, promettant qu'il resterait en contact plus tard. Soudain, Ansel sourit doucement et mentionna qu'elle était là depuis longtemps, puis l'invita à se joindre à elle pour le dîner. « Je suis partant », répondit instantanément le protagoniste, un léger rougissement colorant ses joues alors que la joie montait doucement en lui, à l'intérieur du quartier général de l'association des joueurs. En entrant, le protagoniste observa son environnement, s'émerveillant de l'atmosphère impressionnante. Observant les nombreux groupes rassemblés, il conclut que la hiérarchie avait clairement une signification ici. S'approchant du terminal, il eut l'instruction indiquant la nécessité de se tenir avec une pièce d'identité. Il se demanda si les billets étaient vraiment émis par cette machine. Sans hésitation, Canut glissa sa carte d'identité dans la fente désignée et le terminal lui demanda immédiatement d'attendre patiemment. Quelques instants plus tard, l'écran afficha un message confirmant que sa candidature avait été acceptée. L'identité de Canut avait été vérifiée et son numéro de série attribué était le 18. Suite à cela, le système lui a demandé de retirer son ticket d'attente. Serrant le ticket, Canut jeta un coup d'œil à la carte avec une expression perplexe, ne connaissant pas sa disposition et se sentant momentanément désorienté. Soudain, la carte dans sa main vibra de façon inattendue. Après une courte marche, un chemin vers l'une des salles apparut soudainement sous ses pieds, et bientôt il se retrouva assis sur un banc, attendant patiemment son tour. À sa gauche, deux hommes engagèrent la conversation. Le plus grand, le plus jeune, demanda quel rang son compagnon avait reçu lors de la sélection initiale. L'homme aux cheveux gris sourit et révéla qu'il avait été affecté au rang D en entendant cela. Le jeune homme s'illumina d'enthousiasme et encouragea son interlocuteur, disant qu'il pourrait passer au rang B ou même plus haut lors de la deuxième sélection. L'homme plus âgé gloussa et remarqua qu'il ne prêtait aucune attention aux talents tels que Kang Yeon et Yeonju. Curieux, le protagoniste chercha rapidement ses noms sur son téléphone juste au moment où l'un des hommes expliquait que Kang Yeon et Yeonju étaient des chefs de guilde parce qu'ils avaient obtenu le rang S lors de la première sélection, ce qui rendait les comparaisons inutiles. Un autre homme intervint en disant que les personnes chanceuses avec un rang S sont parfois invitées à rejoindre l'une des 5 meilleures guildes. Pendant ce temps, le protagoniste n'arrêtait pas d'examiner les informations sur les personnes dont il parlait. Mentionnant les 5 guildes, il se souvint soudain avoir lu en ligne que Yohan représentait le monde. Yeonju dirigeait la guilde connue sous le nom de Rose Écarlate. Kang Yin était associé à Anul, tandis que Yinju était également nommé. Sanri, Minwak et Oniyuri étaient d'autres noms importants mentionnés en relation avec les guildes. Pensif, posant sa main sur son menton, le protagoniste observa que la Corée n'abritait que 5 guildes d'élite, concluant que les conflits entre elles étaient probablement inévitables. Avec un sourire satisfait, il ouvrit ses stats et déclara avec confiance, « Que puis-je faire ? Je suis fort. » Son visage était dépourvu de toute émotion, mais ses yeux brillaient d'un intense feu écarlate. Il réalisa qu'il devait rapidement restaurer sa force. Jetant un coup d'œil à ses stats, qui montraient qu'il était niveau 1 et dans la phase d'éveil initiale, il pensa silencieusement que s'il marquait les esprits parmi les joueurs, il pourrait devenir encore plus puissant. Soudain, c'était au tour du protagoniste et les portes s'ouvrirent sans tarder. Sans hésitation, le protagoniste entra immédiatement. Entouré de nombreuses personnes, une fille consultante s'approcha de Canut, pointant du doigt une autre fille et indiquant que le protagoniste devait se diriger dans cette direction. Il s'approcha prudemment de la table et s'assit à côté d'elle. La fille prit rapidement un orbe magique et demanda au protagoniste de placer sa paume dessus, expliquant que l'orbe mesurerait la force de Canut et changerait de couleur pour refléter son rang. Elle ajouta que plus la couleur de l'orbe était profonde, plus le rang atteint était élevé. Alors que le protagoniste tendait la main vers l'orbe, il fit intérieurement la grimace, réticent à révéler sa carte trop tôt, surtout si le rang le plus élevé apparaissait maintenant. Après ses pensées, il plaça fermement sa main sur l'orbe. Instantanément, un éclat lumineux émis par l'orbe illumina toute la zone. Fermant les yeux, le protagoniste murmura intérieurement que maintenant il serait exposé. La lumière intense projeta une lueur vive sur le visage de la fille. Après plusieurs instants, la lueur cessa. « Rang F », annonça calmement la fille, tenant un orbe gris en regardant le protagoniste. En entendant cela, le protagoniste fut stupéfait car la nouvelle était totalement inattendue.